dois dire. Et c'est la première, je pense que c'est la première étude de ce type et surtout qui traverse absolument toute l'œuvre d'Édouard Glissant. Voilà, dans cette perspective. Nous avons aussi publié voilà, un ouvrage poétique d'un poète touareg qui s'appelle Hawad. Le titre du livre, c'est Vent rouge. Et voilà, donc c'est pour nous cette nouvelle. On fait aussi donc une collection de poésie qui commence. Enfin, c'est vraiment ces derniers mois. Hein, toutes ces publications ont été faites ces derniers mois. Et évidemment, le livre de Monique Arrien-Carrère est pour nous extrêmement important parce que, bon, évidemment, c'est le premier, ouais, c'est le premier roman, mais qui est sous la forme d'un récit très, très particulier qui est aussi cette reconquête peut-être d'une mémoire, voilà, et de le faire par le biais justement de la fiction. Et je pense c'est ce qui a permis voilà, d'effectuer peut-être ce qu'Édouard Glissant appelait cette vision prophétique du passé, c'est-à-dire remonter un peu les traces d'une histoire, remonter les traces voilà, qui habitent et retrouver non seulement à partir des archives, mais essayer un peu de comment dire, d'aller contre cette torpeur de l'histoire. Torpeur de l'histoire, c'est une expression d'Aimé Césaire, c'est-à-dire cette part de l'histoire que l'on ne peut pas, qui ne dit pas l'histoire justement, qui ne dit pas. Et je pense que ce qu'a fait Monique Arrien-Carrère et Olivier Douville, qui a fait une très très belle préface de ce livre et va nous en parler voilà, admirablement. Et je suis très très heureuse qu'il puisse le faire ce soir. Voilà. Donc pour nous, ben, c'est vraiment voilà, de faire les éditions de l'Institut du Tout-Monde, c'est pouvoir donner comment dire, faire entendre peut-être faire. C'est vraiment un lieu aussi de rencontre. C'est un lieu où, enfin, je ne sais pas trop comment le définir finalement. Voilà, je crois que ça va se définir tout seul au fur et à mesure des, des publications. Et je vous conseille d'aller sur le site et vous verrez, il y a une description de toutes ces œuvres. Parce que je pense que je peux pas en faire, on n'a pas le temps d'en faire une explication maintenant. Enfin, je n'ai pas le temps de m'y attacher. Voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie de faire voilà, cette séance ce soir qui est la première de ce type autour de ce livre. Voilà, je vous remercie. Bon, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas l'auteur ce soir, mais enfin, on va essayer quand même de faire sans. Et donc, c'est dommage parce que moi, j'ai lu ce livre, j'aurais eu des questions à lui poser, mais on va laisser l'ami Olivier en parler. Tout à fait. Olivier. D'accord. Oui, que l'auteur nous ait fait des fictions est une mauvaise surprise, mais le livre existe. Font quel que soit, d'une certaine façon, le livre traduit, présente l'auteur, mais peut avoir une vie indépendante. Nous en voilà, nous voyons ce soir. Alors, j'ai préfacé ce livre et je me situe encore, c'est fatal, dans le rôle de préfacer ce soir. Je vais peut-être commencer par des points un peu plus personnels. D'une part, pourquoi est-ce que je me suis mis à préfacer un livre qui parle de l'esclavage, qui parle des Antilles? Ça peut surprendre quand même. Donc, il faut que j'explique, je ne veux pas dire me justifier, pourquoi j'ai dit oui à cette proposition. Parce que des préfaces, ce n'est pas mon truc. Certains peuvent trouver que celle-là est réussie, d'autres qu'elle n'est pas réussie, c'est pas ça. J'aime pas trop faire des préfaces.
Mais j'en ai fait dans quelques rares occasions, dans une adresse pour le camarade Serge Raymond, qui est à moitié présent, à moitié caché. Voilà, on voit sa main qui nous salue. Pour Robert Savacher, mais c'est pas trop mon truc. Alors, je connais Monique Carrère qui est venue me parler, de sa vie, de ses trajets, de ses difficultés, de ses espoirs, euh, et qui était tenu par un écrit. Cet écrit, c'est ça, c'est Aguzou. Donc, j'ai vu arriver en même temps que Monique me parlait, euh, c'est devenu des conversations tout à fait amicales. J'ai vu arriver Aguzou. Et Aguzou, elle cherchait une maison d'édition, évidemment. Mais peut-être plus qu'une maison d'édition, une maison, une case, un lieu. Et il y a eu des promesses. On a promis à Aguzou qu'elle aurait sa maison. Et puis, certains éditeurs, je ne donnerai pas les noms, ce serait ridicule, mais se sont révélés atteints d'une amnésie assez tenace. On a frappé à beaucoup de portes parce que j'ai cette réputation de connaître des éditeurs. Je me signale que c'est une réputation qui m'encombre plus qu'autre chose parce que je n'en connais pas tant que ça des éditeurs. Euh, dans mon rayon, il y a les collections que je dirige, que ce soit à Anthropos Economica, que ce soit peut-être plus fréquemment aux presses universitaires de Rennes, avec mon camarade Laurent Ottavi, que Camille connaît sans doute. C'était pas exactement le rayon, c'était pas le rayon. Et là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, jouons un peu sur le mot de case, ce livre semble incasable. Et puis, il y a eu la rencontre entre Aguzou m'a un peu quitté, je veux dire, parce qu'on a trouvé, avec Sylvie Glissant qui est là, l'auteur n'est pas là, mais Sylvie est là, Aguzou a trouvé une maison. À ce moment-là, j'étais plus à l'aise, au fond, pour reprendre cette préface, que j'ai fait une préface un peu académique, voilà, historique, des recherches, comment les psys sont intéressés à l'esclavage. Je vais parler de Meyassou, anthropologie de l'esclavage, qui est fort connue. Moi, c'était une préface, c'était une fiche bibliographique hypertrophiée, et que je dois dire qu'à la relisant, j'ai failli succomber d'ennui. Et je m'en suis remis, c'est-à-dire j'ai foutu ma préface au panier, il n'y avait rien d'autre à faire. Et du moment que Aguzou avait trouvé une maison, eh bien, la plume s'est libérée, puisque d'abord j'écris d'un seul jet, ce qui ne veut pas dire que c'était fini. Vous écrivez d'un seul jet, après vous avez un sacré boulot pour reprendre les choses. J'y reviendrai, et à cette préface et au livre, et bien sûr, quand même, soyons simples, plutôt au bouquin. Mais je dois dire aussi, j'étais vraiment très, très, très heureux d'entendre Sylvie nous dire l'importance que prend, et je dirais, j'en suis absolument convaincu, que va prendre la section publication de l'Institut du Tout Monde. C'est important parce qu'il y a des pensées, d'une autre façon, je dirais aussi celle de Joanne Wiltor, hein, qui voulait être là mais qui n'a pas pu. Elle voulait rencontrer Monique, du coup, elle la rencontrera peut-être en d'autres circonstances. Enfin, on va considérer que ce livre aura un cheminement aussi après notre rencontre, qui fait déjà l'objet de très très belles conversations entre l'auteur, Monique Carin-Carrère, et Loïc Cléry, et des conversations qui ont, m'a dit Monique, voilà, elle m'a dit je ne peux pas venir, mais sur le site de l'Institut du Tout Monde, il n'y a déjà pas de 600 visites, et ben, il faudrait qu'il y en ait plus parce que ce sont des échanges d'une très rude et d'une très belle qualité. Alors voilà, voilà, c'est important sur l'Institut du Tout Monde parce que la pensée d'Édouard Glissant, c'est une pensée qui interroge, qui sape quelque chose, je dirais, de l'universel, au sens où, au nom de l'universel, on peut très bien ne pas se remettre en question, hein. Je crois que la formule la plus obtuse de l'universel, c'est de dire l'universel, c'est moi. Bon. Mais qui, en même temps, est la pensée d'Édouard Glissant, qui est quelqu'un que j'ai un peu connu, et à chaque fois qu'on s'est rencontrés, je pense que ni Patrick ni Sylvie
sur ce point me contredire, il y avait un courant de sympathie qui passait entre Édouard et moi, sans doute avec comme arrière-fond notre passion partagée ou reconnue pour le jazz. Mais je pense que la pensée d'Édouard Glissant, c'est une pensée qui donne droit de cité aux paroles enfouies, au moment où la langue s'enchante de sa propre résurrection. Et ces phénomènes de retrouvailles avec l'énergie de la langue, l'énergie mythopoétique de la langue, ce sont des phénomènes qui ont un lieu de naissance. Je pense évidemment au texte que j'ai quelque peu commenté sur les fous coutumiers dans le discours antillais, mais à l'ensemble du discours antillais, mais qu'en même temps, cette stratégie de résurrection, de détour parfois, interroge tout ce qui, à la surface de notre planète, concerne les forces de mémoire et de sublimation et d'échange. Et je suis très sensible à ce que la pensée d'Édouard Glissant, parce que ce n'est pas pour rien que ce livre se trouve précisément hébergé par l'Institut du Tout-Monde et propulsé par cet institut. Je pense vraiment que la pensée d'Édouard Glissant nous évite les pièges singularité, universalité, etc., dans lesquels on se complaît parfois, pour nous inciter à dire qu'au fond, le rapport à l'altérité est en invention permanente. Il y a une espèce de révolution permanente de l'altérité qui ne va pas sans un plaisir des corps, de la langue, mais un plaisir qui n'est pas de facticité, qui est un plaisir de la résistance qui se sait efficace. Voilà. Qui se sait efficace même si elle n'est pas toujours frontale. Et c'est sur ce plan-là, je m'en souviens fort bien, qu'Édouard Glissant et moi-même, nous sont entrés dans des confidences à n'en plus finir. C'était comme ça quelques signes de connivence. Nous parlions, lui et moi, du jazz. Il y a donc une pensée qui interroge, qui inquiète l'universel, mais sans céder à la facticité, je dirais, du culte identitaire ou de ce qui se passe actuellement. C'est ce grand marché des identités où on se répartit en bourreaux-victimes, traumatiseurs, traumatisés, blancs-noirs et que sais-je encore, sans se rendre compte au fond que c'est une façon de sacrifier au grand marché des identités, c'est-à-dire à la logique du marché. Donc, à mon avis, c'est une très très bonne chose pour notre amie Monique Arin-Carrère, qui n'est pas là physiquement, mais enfin, on parle d'elle, et de son travail surtout. C'est une très bonne chose, mais en même temps comme une chose tout allant de soi, dans la mesure où l'énergie qui traverse ce livre était non pas conforme ou syntone, mais était en résonance, exactement en résonance avec le projet d'Édouard Glissant et avec la façon dont ce projet s'est traduit au-delà de son décès, ce qui ne veut pas dire sa disparition, en énergie éditoriale. Il y a entre le projet éditorial de l'ITM, Institut du Tout-Monde, et l'énergie qui habite continuellement le texte de Monique Arin-Carrère, en fait, ce qui se passe, je suis jazz ce soir, entre une batterie et une contrebasse jazz. Et c'est ces deux énergies qui se complètent et qui sont nécessairement vouées à se rencontrer. Mais il y a peut-être autre chose que je voudrais dire, et puis je reprendrai 2-3 linéaments sur le livre, bien sûr, c'est ce qui se passe depuis 20 ans. Ce qui se passe depuis 20 ans est certainement grâce à Aimé Césaire, et certainement grâce à Édouard Glissant, et certainement grâce à bien d'autres, surtout des Antilles. Par exemple, Dany Bebel-Gisler, peut-être aussi d'autres, antérieurement Jean Galap, Line Lyrus. Il se passe que, je pense aussi à la thèse de Marie-Cécile Lubineau, pas beaucoup de noms antillais. Il se passe que on peut parler du créole, on peut parler des conséquences de la traite atlantique dans les destins subjectifs contemporains. Je vous assure qu'il y a 20 ans, ce n'était pas exactement la partie gagnée. Je me souviens, permettez-moi de me parler un tout petit peu de moi, mais ça ne va pas être très long, qu'il y a 20 ans de cela, j'étais avec Hugues Liborel-Pochot, que Marie-Laure Dimon connaît, puisqu'il est intervenu à mes côtés
à une journée du CIPA, voilà, Collège international psychanalyse anthropologie, dont on attend toujours les meilleures choses et dont rarement, on est rarement déçu, bien au contraire. Ce que fait le CIPA va toujours au-delà de nos espérances, et ce qui fait le CIPA gagnerait à être beaucoup, beaucoup plus connu. Mais je vais peut-être m'y employer un peu. Enfin, bon, bref, avec Hugues Liborel-Pochot, avec Jean-Marc Massot, qui s'occupait des Anneaux de la mémoire à Nantes, avec Maria Briand-Monplaisir. Je cite des noms parce que j'ai une conviction en moi, c'est que si je tiens le coup, du moins j'essaye, de tenir le coup avec ma pensée, c'est que j'ai jamais été tout seul. Ça n'existe pas des gens tout seuls, des penseurs tout seuls, ça n'existe pas. En tout cas, en ce qui me concerne pour les Antilles, j'étais rudement bien accompagné. Rudement bien accompagné. Et donc, il y a 20 ans, nous étions à Dakar, dans le projet de la route de l'esclave, dans un gros colloque avec ce que ça peut avoir à la fois de factice et de stimulant, un petit peu voilà, un petit peu à l'écart de Dakar, dans un bon hôtel, enfin, il y a tout le côté factice, mais il n'y a pas que ça. Et ça s'appelait Les héritages du passé. J'y avais été invité par les voies convergentes du Centre d'études documentation Antilles-Guyane-Réunion, dont j'étais membre dès la fin des années 80, et puis par les Anneaux de la mémoire. Et un soir, nous étions très inspirés, la bière locale y étant, je dois dire pour beaucoup, Jean-Marc Massot, Denis Bebel-Gisler et moi, nous sommes dit on va faire une publication, on appelle Les Anneaux de la mémoire. C'est à son numéro, euh, voilà, numéro 19. Vous voyez, ça fait 20 ans, c'est un numéro par an. Bon. Et nous sommes partis, Guilleret, sur ce projet, à rencontrer le maire de Nantes, M. Jean-Marc Ayrault. Heureusement qu'avec son adjoint, ancien situationniste. Parce que je peux vous assurer que le maire de Nantes, il n'était pas du tout d'accord pour qu'on fasse beaucoup de foin autour des cahiers des Anneaux de la mémoire. Il avait déjà pris en irritation une certaine exposition réalisée au château d'Anne de Bretagne, à Nantes, sur la question de la traite. Ça ne lui plaisait pas tellement. Mais comme cette exposition a eu beaucoup de succès, comme l'idée des cahiers a rencontré l'appui immédiat de l'UNESCO, finalement, il s'est découvert une certaine sympathie subite, mais je dois dire qu'il ne l'a plus jamais quitté, c'est à son honneur, pour toutes ses recherches. Mais il y a vraiment 20 ans, ce n'était pas du gâteau. Vraiment, ce n'était pas du gâteau. Hein. Et quand mon ami Yolande Govardama, hélas, retirait notre affection, n'est-ce pas, organisait à l'UNESCO des journées de commémoration de l'abolition de l'esclavage, je vais vous dire que cette histoire de l'abolition sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, puisque j'ai fait 3 articles de suite dans les cahiers des Anneaux de la mémoire, était quelque chose de tout à fait ignoré par la plupart des collègues, par la plupart des gens qui travaillaient, quand bien même travaillaient-ils avec des Antillais, quand je leur disais que la date de l'abolition, la première abolition, c'était 1794, que pendant des années, le seul esclave que les révolutionnaires célébraient, c'était Spartacus, mais que c'était tout à fait indifférent au sort des esclaves aux Antilles, et qui se sont préoccupés parce qu'ils craignaient que les Anglais acquisent une révolte là-bas. Je vous assure, ces choses-là n'étaient absolument pas connues. Bon. Donc, il s'agit bien d'établir des faits. Il s'agit bien d'établir des faits, et pour cela, les historiens, alors je regarde un petit peu, et je reviendrai tout de suite, je vous le promets, au livre de Monique, hein, c'est-à-dire ceux qui sont avec nous, Catherine Coqueret-Vitrovich, Aboudallah Baba Diop, Augustin Emané, Hubert Gerbeau, Philippe Jeanfès, et Éric Seguera, etc. Les historiens savent établir des faits. Et c'est tout à leur honneur, ils le font très bien. Mais il y a tout un pan sur lequel Hugues Liborou, Jean-Marc Massot et moi-même avons décidé de porter l'accent. C'est les conséquences psychiques, hein, sur quoi j'ai fait, moi, un chapitre dans mon livre Les figures de l'autre, mais assez parlé de moi. Tout ça pour vous dire que l'ouvrage de Monique Arin-Carrère, cet ouvrage tombe à pic. Tombe à pic pourquoi? Parce qu'il explore par le biais de la fiction. Mais je m'interrogerai avec vous sur ce qu'est en la circonstance la fiction. Qu'est-ce que ça veut dire, ce terme de fiction?
parce qu'il interroge sur le biais de la fiction l'itinéraire d'une toute jeune femme, d'une toute jeune fille, d'abord petite fille, puis adolescente, puis jeune femme, qui se met qui n'a pas de place. C'est quelqu'un qui n'a pas de place. Au fond, elle n'a pas de place. À Niort, elle n'a pas de place. Aux Antilles où elle arrive, elle est un peu considérée comme ce qu'on appelait une négropolitaine, trop marquée par la métropole pour être véritablement retenue, accueillie. Mais en même temps, bon, marquée par la métropole, ça ne peut que susciter l'ambivalence, qui est quand même une façon, certes pas agréable, mais tenace de reconnaissance se niant et s'appelant elle-même à la reconnaissance. Bon. Donc, c'est l'histoire de quelqu'un qui va trouver une place. Va trouver une place pour son être et qui va trouver une place pour sa féminité. Alors, pour cela, elle va reconstituer, mais pas à la manière d'un historien ou d'un archéologue, mais nous avons bien sûr besoin et d'historiens et d'archéologues. Mais pour cela, elle va reconstituer quelque chose de sa mémoire et de sa féminité en retrouvant les traces de cet ancêtre, Agouzou. Et Agouzou, ce n'est pas simplement un nom, une encoche traumatique dans une généalogie patiemment reconstruite sur l'amnésie prescrite, sur la forclusion prescrite. Ce n'est pas que ça. C'est pour ça que j'ai ouvert cette préface en disant qu'Agouzou contient un chant, c'est un chant. C'est le nom d'une existence bafouée, gommée, mais le nom d'une mémoire qui revient et qui bouscule tous les champs du silence, qui bouscule tous les dictats des mépris. En cela, ce livre rassemble des traces, il fait œuvre d'archive, et je connais vraiment l'opiniâtreté salvatrice et sympathique de Monique, notre auteur, Monique Arrien-Carrère, où aller chercher des traces. Hein, un petit peu comme dans le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelait Little Sénégal. C'est assez bouleversant. Mais en même temps, il y a autre chose. Parce que la démarche historienne ne suffit pas à penser les effets du passé quand ce passé est non seulement, je dirais, pétri par le trauma, mais glacé par le déni qu'il puisse y avoir eu un trauma. Alors, qu'est-ce qu'alors ce temps de ressouvenance? Ben, c'est un réveil. Vous savez que le moment de réveil, c'est un moment parfois difficile. Je passe sur tous les risques que contiennent les réveils du coma, mais il y a peut-être quelque chose comme cela, d'un réveil d'une mémoire qui était mise en coma. Et c'est là où, je m'en tiendrai là, du reste, c'est important qu'on parle entre nous, bien sûr, mais c'est là où j'ai eu le sentiment que, dans ce livre qui raconte la solidarité, ce qui ne veut pas dire la similarité, hein, entre cette démarche d'une jeune fille qui est vers le devenir femme et cette démarche, au fond, d'une enfant de l'histoire qui ne veut pas se résoudre à une simple adaptation à l'actuel. Il y a une solidarité, ce n'est pas une similarité. Hein. Et c'est là où, au fond, je me suis dit que ce qui rendait ce livre bouleversant, c'est un bouleversement, bien sûr, mais c'est un livre profondément humain. Et ce qui rend ce livre bouleversant, c'est qu'on voit très bien la jeune Monique, et puis plus tard Monique, dans sa maturité, sympathique, hein, vraiment, retrouver les traces d'Agouzou. Mais ce n'est pas Cuvier reconstituant le squelette d'un diplodocus à partir d'une vertèbre. Parce que le bouleversement est là. Mais non seulement elle prend soin de l'ancêtre, mais au fond de cette démarche, le retournement, c'est qu'elle permet à l'ancêtre de prendre soin d'elle. Et qu'elle fait d'Agouzou non seulement le nom d'une trace, d'une mémoire, qu'elle arrache à son silence, qu'elle arrache à sa pétrification, qu'elle fait revivre, mais qu'elle invente une ancêtre qui, d'une certaine façon, l'accompagne et qui, l'accompagnait, crée un autre lieu, un autre espace, dans l'échappée belle, dans la rigoureuse liberté d'une invention reprise par la rigoureuse liberté d'une écriture, dans ce lien à l'ancêtre qui prend soin de celui qui lui a redonné droit de cité, eh bien, elle avance dans la découverte des mythes qui la traversent, des histoires qui la traversent, mais des enjeux dont elle se fait l'acteur.
Et c'est cela que nous raconte Aguzou, et il est important peut-être, et bien sûr je m'en tiens là, de remarquer que ce livre commence, Aguzou vient en sous-titre, Aguzou, femme esclave. Intéressant. Dire que femme esclave, c'est pas femme et esclave. C'est le féminin d'Aguzou résiste à sa condition d'esclave. Mais ce qui vient en premier, premier signifiant, comme on dit dans nos cénacles, pas encore assez fatigué de réciter avec les mêmes mots, ce qui vient en premier, c'est la question de la trace. Et ce livre, non seulement parle de la trace, mais est une trace, fait trace. Et c'est cela sur quoi, évidemment, j'aurais aimé que Monique, qui est peut-être un peu la trouille des psychanalystes, bon, j'aurais aimé qu'elle nous parle de la trace que son livre a fait en elle, mais ça, elle ne nous en dira rien. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas là. Mais je dois dire que si j'ai pu vous donner quelque idée de l'effet de trace que ce livre a fait sur moi, je n'aurais pas peut-être parlé pour des prunes. Voilà, merci. Non, Serge. Cool. Bon, Patrick, je te redonne la main. Mais où est où, lui? Oui, j'arrive. Ah, Voilà, je suis là. Non, bah écoute, tu as fait une très, très belle présentation de ce livre que j'ai lu très rapidement, là, en 2 jours. Et effectivement, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, c'est ce double parcours, comme tu l'as dit, hein. Double parcours dans le fond, un peu dans le même sens, hein, puisque, et à la fois il y a la question de la trace, il y a la question de la source aussi, de l'origine, hein, puisque Aguzou, ça a un rapport avec après ce que j'ai compris, avec une source, absolument. puisque c'était le nom d'une source en Afrique, c'est ce qu'elle raconte dans le livre. Le nom vient de là, donc il y a quelque chose à aller chercher à la source, mais une source qui se développe du côté du féminin, justement. Ce qui est intéressant aussi, c'est la façon dont elle parle de l'esclavage, où il y a comme une sorte de... Parce qu'il y a toute la question de la bestialité dans l'esclavage, hein, dont elle parle assez bien, y compris comme tu disais tout à l'heure, dans les signifiants, hein, tous les mots qui sont employés, carteron, etc., c'est des mots qui ont rapport avec les animaux, hein, on rappelle dans son livre. Et en même temps, il y a une sorte de sublimation de la bestialité dans la sensualité, dans l'érotisme, et dans la découverte qu'elle fait, elle, de sa propre sensualité aussi, quand elle retourne, enfin quand elle va, c'est pas retour, parce que quand elle va directement, elle arrive à la Guadeloupe. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de recherche de sa féminité qu'elle trouve à travers ce personnage de cet aïeul, qui dans le fond a toujours été, elle la présente comme quelqu'un qui a toujours été qui a jamais accepté la situation, quoi. Voilà, exactement. Qui a jamais accepté la situation jusqu'au moment où le bon monsieur Schulcher est arrivé et il y a eu la fin de l'esclavage et elle a retrouvé la nationalité française parce que tu disais sur le livre aussi, ce qui est en première page là, c'est euh, son acte de naissance, on pourrait dire à la France, quoi, hein, en tant que citoyenne en tout cas. Hein, son acte de naissance en tant que citoyenne où elle a été nommée, enfin, comme l'étaient les esclaves à ce moment-là ou comme l'étaient un certain nombre de gens par les fonctionnaires qui donnaient des noms un peu au hasard. Hein. Oui, il y a un très beau passage Sur la du entier des doigts glissants à ce propos. ouais. Et bien sûr, hein. Ouais. Les noms qui pleuvent au hasard. Hein. Et ces noms-là, comment habiter un nom qui pleut sur toi au hasard? Dans un discours tel que tu n'as pas le choix. Voilà. Oui. Bon, ben, je ne sais pas, tu as peut-être plein d'autres choses à nous dire, Patrick. Non, Là, on est un peu court puisqu'il n'est pas là. Sylvie, tu veux reprendre un peu la main? Sylvie Glissant, coucou.
Bon, non, non. Attends, j'ai peut-être des petits problèmes de connexion là. Mais Oui, j'ai pu vous écouter, c'est bien. C'était vraiment très intéressant, très intéressant. Et je préfère, non, continuer, parce que là, c'est un peu compliqué là pour moi. Ça coupe sans arrêt, j'ai des problèmes de connexion. bon, notre amie Sylvie, non, ah, entre le désert de Gobi Mais non, c'est pas évident. et la distillerie Matouba. Bon, Patrick, je dois me mettre des cérémonies. Enfin, les prévisions de séance, on va dire. Et tu... Peut-être que quelqu'un a une réflexion ou Ben une, voilà, c'est très bien, Patrick. quelque Les chose prévisions à de dire. séance, c'est formidable. Il n'a pas lu ce livre parce que bon, ce livre traite quand même d'une question qui est assez importante. Hein, et comme disait Olivier tout à l'heure, c'est des choses dont on n'a pas parlé pendant très très longtemps. Quoi. Il y a finalement peu de temps. Il y a peu de temps. Hein, ça fait peu de temps dont on parle Oui, oui, oui. de questions. Je reviens tout de suite, je vais chercher quelque chose pour nous tous. Merci. Bien. Bon. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir. Oui, non, ce que je voulais peut-être rajouter, c'est aussi au niveau de la langue. Parce que ce livre a une langue quand même qui est tout à fait originale. Euh, comment dire? Je ne sais pas si l'auteur parle créole. Je sais pas. Sylvie, tu sais ça ou pas? Sylvie n'est pas là non plus, merci. Mais en tout cas, il y a quelque chose du créole qui est rendu dans l'écriture de ce livre, mais qui n'est pas vraiment du créole directement. Il y a tout un langage qui est très, très imagé, qui est, voilà, qui est fait plein de métaphores. Et quand on connaît un petit peu les Antilles, on retrouve quelque chose de la langue, mais ce n'est pas vraiment le créole en tant que tel. C'est quelque chose d'une réécriture à partir de la langue qu'on peut entendre. Et donc, j'ai trouvé ça assez original aussi dans ce livre. Bon. Olivier, help. Oui, moi je peux te dire un petit mot. Oui, J'ai pas lu ce roman, oui. j'ai pas lu ce livre, je ne connais pas non plus l'auteur, mais c'est vrai que j'ai envie de le lire. Peut-être parce que ce que vous avez pu en dire en quelques mots m'a rappelé en fait un roman que j'ai lu il n'y a pas longtemps finalement pour moi, un roman de Patrick Chamoiseau qui s'appelle Un dimanche au cachot. Et c'est un roman qui m'a profondément, je ne sais pas comment dire, que j'ai vraiment reçu, et pourtant qui est très loin, finalement, qui est très loin peut-être de ce que j'avais l'habitude de lire jusqu'alors, où il y a quelque chose aussi peut-être dans justement dans la façon d'énoncer, dans la poésie aussi de cette écriture alors c'est peut-être là la question de, je sais pas, de quelque chose d'universel, parce que c'est un roman où je me suis sentie aussi finalement très proche de quelque chose qui s'énonçait et pourtant si loin. Et il y a par exemple, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, ce roman de Patrick Chamoiseau, mais il y a par exemple des pages où c'est peut-être les plus belles pages que j'ai lues pour entendre parler de la question de la jouissance. Donc voilà, donc ce livre en fait que vous évoquez ce soir, comme de toute façon, parce que là il y a aussi en fait dans le roman de Chamoiseau, c'est aussi l'histoire d'une petite fille
qui, en fin de compte, il y a la question de l'ancêtre aussi qui résonne, de l'ancêtre esclave qui avait été enfermé dans un cachot. Et il y a alors il y a tout aussi la façon dont la question dont Patrick Chamoiseau fait résonner ça entre celui qui écrit le récit. En fait, c'est un dialogue entre plusieurs. Et, euh, et je ne sais plus, je me perds dans ce que je suis en train de dire, mais il y a peut-être quelque chose qui circule dans ces écritures et qui… euh, Ouais, ouais, parce que durant ton absence, Olivier, je parlais de l'originalité de la langue de ce livre, Oui, qui oui, oui, c'est une langue qui était créole, de n'était pas réminiscence du créole. créole, mais qui renvoyait quelque chose du créole. Oui, oui, non, mais qui a une rythmicité créole, Ouais. bien sûr, bien sûr. Non, je cherchais un bouquin, mais je ne sais pas où je l'ai mis. J'ai dû le prêter parce que je me suis dit, il n'y avait pas beaucoup de biographies, autobiographies d'esclaves. Bien sûr, il y a le travail énorme de cet anthropologue qui était disciple de Boas, qui a dialogué avec Freud à un moment, qui s'appelle Nora Zell Hurston, qui a fait une biographie, mais il y a… Je vais vous retrouver ça, si ça vous intéresse simplement. Mais on peut parler du style, oui, du style tout à fait important. Voilà, c'est le livre de Zora Neale Hurston, c'est pas Neale, c'est Nella, dont on commence un peu à parler en France, s'appelle L'histoire du dernier esclave américain, Ah oui. Barracoon. Barracoon. Si vous le trouvez, je vous le conseille, hein. C'est un livre qui a été écrit à partir de témoignages recueillis à la fin des années 1920. Voilà. Alors, je vous le conseille vraiment. Alors, fin des années 20, l'anthropologue était issu de la Harlem Renaissance, mais qui n'avait pas le snobisme des gens de la Harlem Renaissance, qui voulaient bien du jazz, mais pas du blues, par exemple, parce que Nora Stone fait beaucoup de recherches sur les chanteuses de blues, mais ça nous indique que fin des années 20, on pouvait entendre, années 10, années 20, des gens qui avaient été esclaves et qui avaient des choses à dire. Ouais, parce que, Imaginez bien, tout le blues rural a été imprégné de ce genre de conversation avec les esclaves. parce que l'esclavage est terminé à la guerre plus tard aux États-Unis. Donc c'était la guerre de sécession quoi, qui a mis fin à l'esclavage. Oui, oui, qui a mis fin à l'esclavage. Alors ensuite, après l'abolition de l'esclavage qui a été un peu arraché à Lincoln, il y a eu pendant 10 ans l'idée que Noirs et Blancs allaient cohabiter ensemble. Et en fait, il y a eu beaucoup de violence contre les Noirs. Et la ségrégation est venue 10 ans après l'abolition de l'esclavage. 10 ans après. Mais enfin, c'est une abolition qui est évidemment très, très défavorable aux Noirs américains, aux Afro-Américains, comme on dit maintenant. Noirs américains, mais je dirais comme ça. Je serais à New York, je dirais ça, j'aurais une, une fatwa contre ma pomme. Voilà. I'm not your Negroes. Ouais, 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 ouais. Euh, oui, mais justement, la question de la langue, ça renvoie aussi à ce que tu disais sur la question universelle. C'est-à-dire que dans le fond, ce que disait aussi Isabelle, là, hein, il y a une invention d'une autre langue qui est une sorte de, comme disait Édouard, créolisation, quoi. Il y a une créolisation Oui. de la langue et qui invente quelque chose de nouveau, quoi, hein. Mmh. Oui, c'est un appel au corps. Enfin, tout grand roman appelle autrement, nous appelle à nous déloger au fond de notre confort narcissique dans le rapport au corporel. Mais cet appel au corps, cet appel au créole, a quelque chose qui rend ce livre solidaire de tous ceux qui ont milité, par exemple, pour que le créole ait droit de citer à l'école. Des choses qui sont beaucoup plus récentes qu'on ne le pense. Et quand la regrettée Denis Bébel-Gisler a fabriqué ses écoles carrées, on apprenait le français, l'anglais, l'espagnol et le créole, elle a été vilipendée, hein. Alors qu'on s'est bien rendu compte que si on n'interdisait pas, tout en enseignant en français métropolitain, si vous voulez, si on n'interdisait pas à certains moments le
créole à l'école, eh ben ça donnait une meilleure performance. C'est comme ça que ça se négocie les choses, hein. Une meilleure performance des élèves en langue française académique aussi, hein. Mais tout ça, ce sont des débats récents. Moi, je l'ai vu à La Réunion où j'ai été invité dans la politique de développement social des quartiers qui n'existe plus, parce que maintenant, c'est une politique de guerre qui est appliquée aux banlieues. Il y avait tout un bin sur faut-il enseigner le créole à l'école. Et c'était tout à fait hallucinant de voir les parents qui abandonnaient leurs enfants à 100 mètres de l'école, ils les abandonnaient, parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans ce territoire de la langue qui était l'école. Enfin bon, donc je dois dire que ce sont des affaires récentes, tout ça. Bon. Voilà, enfin j'espère qu'on vous aura donné envie de découvrir ce livre et peut-être un peu son auteur, voilà, c'est un livre qui vaut la peine, hein, de le lire, enfin, qui est important de le lire, je crois. Même d'un point de vue, enfin, oui, par rapport à la question du désir, de la sensualité, etc., il y a des choses qui sont tout à fait intéressantes, hein. Oui, oui, oh ben, ça crépite de pages heureuses. Enfin. Hein. Et, et la réflexion, là, il y a une réflexion à un moment donné d'un prof de philo quand elle est en terminale en Guadeloupe, hein, qui lui dit, enfin, je ne sais plus ce qu'il lui dit, il lui dit, oui, ben voilà, vous savez ce que vous voulez pas, mais vous savez pas encore ce que vous voulez. C'est ça le désir. Oui, Hein? Il dit quelque chose comme ça. Je trouvais que c'est une réflexion assez intéressante. bien sûr. Bien sûr. Parce qu'au Gouzou, elle savait ce qu'elle voulait pas, en tout cas. Exactement. Exactement. Bon, Tu veux rajouter quelque chose, Olivier? non, non, Quelqu'un va intervenir? j'invite à lire La Trace aux éditions du Tout Monde. Voilà. Ben, on a fait notre grande librairie sans l'auteur, mais on a quand même réussi à se dire des trucs. Je sais pas. Marie-Laure, tu veux nous dire un truc? Mets ton micro off. Marie, On. qui ça? Voilà. Marie-Laure Non, Dumont. on a travaillé avec Daniel Maximin par rapport à la question aussi de l'esclavage. Et je me disais, comme je n'ai pas lu le livre, je me demandais si dans le livre, il y avait une part importante laissée justement à la nature. Est-ce qu'il y avait quelque chose où il y avait quelque chose où elle retrouvait justement des traces à travers ça ou pas du tout? Oui, 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 il y a des choses. Bien Pas sûr. du tout. Il y a, il y a. Ah oui, il y a quelque chose au niveau de la nature qui est tout à fait intéressant. En particulier, il y a plusieurs passages sur les esclaves marrons, comment ils Oui. vivent complètement C'est ça. en symbiose avec la nature. À un moment donné, on ne sait plus si c'est des feuillages ou si c'est des êtres humains ou si quelque chose comme ça. Marrons, oui. Ah, oui, oui. C'est ça, c'est ce besoin de reprendre contact avec tout ce qu'il y a de plus élémentaire. Voilà ce qui m'intéressait par rapport à ce qui a été tellement dénaturé dans le corps. Ouais. Mais si je peux, attends, là je crois que c'est bon, la connexion se fait. Enfin, en tout cas pour le micro, je ne sais pas si vous m'entendez. On Ouais, t'entend, on t'entend. On entend bien Ah, ta voix. On ne te voit pas, mais on entend bien ta ouais. voix. Ouais. En fait, c'est vrai que l'élément de la nature, c'est-à-dire du paysage, et notamment, par exemple, la forêt, c'était quand même, c'était le lieu où les marrons, les nègres marrons, donc pouvaient
se réfugier, mais surtout, Oui. en fait, ils devenaient invisibles. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient cette possibilité surtout de refaire, de se reconstituer, de refaire communauté, de se recréer, voilà, dans l'invisibilité, donc dans l'insaisissable. Et c'est vrai que et donc Édouard Glissant disait voilà, nos monuments sont nos paysages, vous voyez. C'est ça. Et je pense que c'est cet élément-là c'est ce rapport-là en fait à l'entour, hein, au paysage qui est voilà, qui est resté, je pense, qui est Et qui est resté dans la musique. Hein. Et on pense à la musique de Maxilla, la flûte des Mornes, c'est complètement ah oui, resté. tout à fait. Ouais. Et en fait, c'était voilà, c'était vraiment l'espace, c'était l'espace de liberté, contrairement à l'espace clos de l'habitation. Hein. Et c'était aussi, si je peux me permettre, cette notation peut-être trop savante. Et c'est plus vrai, ce que je dis est plus vrai pour Haïti, hein, quand même. Euh, les, les, les futurs esclaves noirs qui avaient été rasiés, hein, qui étaient donc les blancs, ne s'aventuraient pas à l'intérieur des terres. Enfin, quelques rois leur vendaient, leur vendaient les captifs. Et justement, pourquoi ça s'est développé, ces potentats locaux, bon, donc aujourd'hui on va vilipender à juste titre, c'est parce que ce qu'ils voulaient capturer et vendre, c'est ce qui les menaçait de l'intérieur des terres, c'est-à-dire les plus grands sorciers, les plus grands soldats, les plus grands savants. Et comme parfois, dans les maisons à esclaves, alors là je fais une parenthèse, ce qu'on visite à Gorée, ça n'a jamais été une maison à esclaves, hein. Mais parfois dans les maisons à esclaves, les captifs restaient non pas une semaine, mais ça pouvait être 3 mois, 6 mois, un an, voilà, avant de faire cet horrible voyage transatlantique et de découvrir un monde évidemment absolument complètement étranger. Ne pas valoriser un autre type d'esclavage à l'intérieur de l'Afrique, mais enfin, quand on est esclave à l'intérieur de l'Afrique, on se retrouvait dans des villages qui correspondaient grosso modo au village qu'on avait quitté. Enfin, bah, bah, dire les choses trop brutalement finit par faire une guerre des mémoires. Je ne voudrais pas m'avancer dans un terrain aussi pourri. Et pendant tout le temps où ils étaient captifs, comme c'était des lettrés, c'était pratiquement des universités, ils s'échangeaient très vite leur savoir qu'ils créolisaient, qu'ils pidginisaient, et c'est de là qu'est né le vaudou. Le vaudou n'existait pas avant la traite négrière, il existait des coutumes locales, des croyances locales, mais la façon de condenser et de théoriser les ponts possibles entre ces croyances locales vient du fait que ces lieux de relégation des captifs, qui allaient devenir des esclaves dans le Nouveau Monde, fonctionnaient comme des lieux d'élaboration d'un nouveau savoir traditionnel qui a donné ses racines au vaudou. Et dans ce savoir traditionnel, la nuit, la forêt, les mornes, enfin les collines, hein. Haïti, c'est beaucoup plus... quand un marron, ça veut dire un fugitif en révolte, la plupart du temps, se réfugiaient dans ces lieux-là, c'était des lieux aussi où ils se retrouvaient en contact, non seulement avec la nature première, primitive, je suis d'accord avec ça, bien sûr, Marie-Laure, mais ils se retrouvaient aussi en contact avec le terrain d'élection pour appliquer ce nouveau savoir qu'on a appelé après le vaudou. Hein. Du reste, vous remarquerez, si vous étudiez un peu le vaudou, ce qui est intéressant à faire, qu'il y a une très grande différence entre le vaudou tel qu'il a été décrit par pas mal d'anthropologues, tel que j'ai pu moi-même l'expérimenter, puisque j'ai fait un stage voodoo au Togo dans ma folle jeunesse. Le vaudou africain est beaucoup plus soft que le vaudou haïtien. Il y a des traces de vaudou aux Antilles, mais très peu, enfin, souvent en Baniane à Saint-Pierre, en Martinique. Mais et beaucoup plus
chargé, au fond, de référence à la mort et à la vie que le vaudou africain, qui, lui, est plutôt un vaudou, on va dire, pétri de pharmacopée. Alors, bien sûr qu'il y a des pharmacopées traditionnelles aux Antilles, mais les enjeux de vie et de mort ne sont pas du tout les mêmes, quoi. Voilà. Peut-être que je peux rajouter à cette histoire de la nature. Hein. Et la nature, c'est tout sauf la case. Voilà. C'est vraiment l'hétérotopie de la case. De l'hétérotopie de la case et de la plantation. On ne peut pas dire la plantation, c'est la nature. Non, la plantation, c'est la continuation dans un régime agricole de la politique de servitude. Ce n'est pas la nature. En revanche, ce qui fait jonction entre la nature et la plantation, c'est le rhum. Le rhum est très utilisé dans le vaudou et chez des vieux Antillais que j'ai bien connus, ils ne vous disaient pas simplement ce rhum est bon ou il a de la saveur, mais parlaient de l'esprit du rhum, qui était un esprit chargé chargé du sang des esclaves. Enfin, c'est pas n'importe quoi cette affaire. Voilà, mais enfin, bon, je connais beaucoup moins bien les Antilles que Sylvie, par exemple, mais je pense que je dis pas trop de conneries. Patrick, Bon, bah écoute, Olivier, est-ce que tu es the master of ceremony? C'est notre baron samedi. on va te remercier Olivier pour sa présentation. Hein. On a fait ce qu'on a pu, hein, Oui, non, mais ça, dans des circonstances particulières. voilà. Écoute, ça se tenait, ça s'est tenu. Ça avait de la tenue, en tout cas. Ouais, ça valait mieux que d'annuler. À un moment, je me suis dit, il faut annuler, mais non. Je t'ai appelé tout de suite, on s'est dit, on n'annule pas. Ouais, ben, moi, j'aurais Donc, on a voulu, eu plus vraiment raison. oui, j'aurais voulu vous remercier parce que je n'ai pas eu le temps en quelques jours de lire ce livre et même de le procurer, mais vous avez donné fortement envie de le lire. Eh ben, ça servait à ça. Surtout en ce moment, ça tombe, si on peut le dire bien, au moment où notre cher président honore Napoléon qui a rétabli l'esclavage, n'est-ce pas? Et puis alors, simplement, avant de le lire, j'ai associé tout de même dans ce que vous avez pu dire, je pourrais voir ça de plus près en lisant, mais j'ai associé avec le travail de Michel Montrollet sur la mémoire ancestrale. Hein, et ce que vous faites savoir, donc, c'est comment une mémoire bloquée peut être remise au travail de cette manière-là. Voilà, absolument. Voilà, donc ça m'intéresse fortement, mais je ne peux pas en dire plus, étant donné que. Mais bon, c'est un livre à lire, c'est vrai. Ah oui. Merci. Merci, Pierre. Et merci pour ce lien avec le travail de Montrelais. Ça me semble tellement opportun de revenir aussi au travail de Montrelais. Merci beaucoup. Bon. Ben, on va se dire, parce que c'est du virtuel tout ça, on est par Zoom. Ça. Autrement, on boira autrement, on serait fait un petit sec. Une autre fois, un petit punch. Un petit JM de Matouba. Les amis, à une autre fois. Ciao, ciao. Au revoir. Salut. À bientôt. Au revoir. Ciao. Salut tout le monde. Voilà. Et merci d'être venu quand même. Merci beaucoup. Au revoir.